Jusqu'où peut aller l'assurance d'une personne qui se permet de disposer de la maison d'autrui? Il était persuadé que son audace passerait sans conséquence. Mais il avait oublié une chose. La réaction peut être immédiate et dévastatrice. Bonne écoute. Manon ouvrit le petit portillon et s'arrêta une seconde, comme elle le faisait toujours ces derniers mois. Elle resta simplement là, à regarder la maison. Sa maison était petite, de plein pied, avec un toit en pente et des volets clairs aux fenêtres. À côté poussaient 3 vieux pommiers, hérités avec le terrain, qu'elle n'aurait jamais accepté d'abattre malgré les conseils de certains. Qu'il reste là, qu'il recouvre chaque printemps l'allée de pétales blancs rosés, et qu'à l'automne il donne ses pommes acides mais si vraies. Pendant 5 ans, elle avait économisé sans crédit, sans aide parentale, sans investissement commun avec qui que ce soit. Elle travaillait simplement dans une entreprise tech à Lyon, mettait de côté, comptait chaque prime, chaque bonus, louait une chambre en colocation pour éviter le loyer d'un studio, ne partait pas en vacances à l'étranger comme ses amis. Mais aujourd'hui, elle avait sa maison. Sa terre. Son espace. Et personne n'avait le droit de lui dire quoi en faire. Manon, qu'est-ce que tu fais? Lança Léa en passant la tête par la fenêtre de la voiture en lui faisant signe. Allez, on y va. Tu vas tout nous montrer correctement. Manon sourit et se dirigea vers le perron en sortant ses clés. Derrière elle, Léa et Inès la suivirent. Elles étaient venues pour le week-end afin de voir enfin cette maison de campagne dont Manon parlait depuis 6 mois. À l'intérieur, l'air sentait le bois et la peinture fraîche. Manon avait elle-même repeint les murs du salon, choisissant un beige chaud pour rendre l'endroit plus accueillant. À gauche de l'entrée se trouvait une petite cuisine avec vue sur le jardin, à droite le salon avec une cheminée. Une vraie cheminée, qu'elle avait déjà allumée 2 ou 3 fois, et c'était magique. 2 chambres, une salle de bain, une petite terrasse donnant sur le terrain. Tout était compact, réfléchi, à elle. Waouh, souffla Léa en entrant dans le salon. Manon, franchement tu as fait tout ça toute seule? Toute seule, vraiment? Manon hocha la tête en retirant sa veste légère. Du choix du terrain jusqu'au dernier clou dans le mur. Moi, je n'aurais jamais eu la patience, dit Inès en s'asseyant sur le canapé en regardant autour d'elle. Entre les travaux et l'aménagement. Mais quels travaux? Balaya Manon de la main. Juste un rafraîchissement. La maison était en bon état, je l'ai juste remise à mon goût. Le plus important, c'est qu'elle est à moi. Totalement à moi. Léa eut un petit rire et se laissa tomber à côté d'Inès. On comprend, on comprend. Et Hugo, il a dit quoi quand il a vu la maison? Manon hésita une seconde, puis haussa les épaules. Il a dit que c'était beau, que j'avais assuré, qu'il était fier de moi. Parfait, sourit Inès. Donc un mec normal. Pas du genre à se plaindre qu'une femme soit plus indépendante que lui. En tout cas, avant, il en avait l'air. Manon alla dans la cuisine, sortit une bouteille de vin du réfrigérateur. Avant? Léa se redressa aussitôt. Il s'est passé quelque chose? Non, enfin, rien de précis. Manon versa le vin dans les verres et revint au salon. C'est juste que le mariage est dans 2 mois, et il est devenu différent. Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle tendit les verres à ses amis et s'assit elle-même dans le fauteuil près de la cheminée. Dehors, la nuit tombait déjà, et elle avait envie d'allumer le feu, de s'enrouler dans un plaid et de rester en silence. Mais il fallait d'abord parler, sinon tout continuerait à tourner dans sa tête. Raconte, dit Léa après avoir pris une gorgée de vin. Qu'est-ce qui a changé? Manon soupira. On s'est rencontrés il y a 6 mois, vous vous souvenez? À un événement proche des connaissances communes. Il m'a semblé normal, équilibré. Ingénieur, son propre appartement à Lyon, il vit seul, rend visite à ses parents le week-end. Aucun signal d'alarme, vraiment. Il faisait les choses bien, sans pression, respectait mon espace. J'ai même cru que c'était eux le bon. Et maintenant? Demanda Inès en fronçant les sourcils. Maintenant, il parle constamment de sa mère. Isabelle. J'ai retenu son prénom parce qu'il le répète une dizaine de fois par soirée. Avant, il la mentionnait de temps en temps, normalement. Maintenant, chaque conversation tourne autour de ce que maman a dit, maman a conseillé, maman pense. Au début, je n'y ai pas prêté attention.
Je me disais qu'il était stressé avant le mariage, qu'il voulait que tout plaise à sa mère. Mais plus la date approche, pire c'est. Tu l'as déjà rencontré? Demanda Léa. Oui, répondit Manon en grimaçant. Il y a 2 semaines. Hugo m'a invité dîner chez lui, en disant que sa mère passerait une petite demi-heure. Je me suis dit, parfait, faisons connaissance. Quand je suis arrivé, la table était déjà dressée, et Isabelle était là, installée comme si elle était chez elle. Manon se tut un instant, se remémorant la soirée. Une femme d'une 50aine d'années, mince, coiffure impeccable, manucure fraîche. Un cardigan bordeaux, un pantalon sombre, une allure chère et assurée. Elle a commencé à me détailler dès la première seconde. Lentement, avec ce regard évaluateur, comme si elle décidait si je convenais au rôle de belle-fille. Elle n'arrêtait pas de faire des remarques, continua Manon. D'abord sur mon travail. Quand je lui ai dit que je travaillais dans la tech, elle a répondu. De nos jours, les femmes sont bien obligées de travailler beaucoup quand elles n'ont personne sur qui s'appuyer. Je me suis demandé ce que ça voulait dire. Ensuite, elle m'a interrogé sur la maison. Je lui ai dit que je l'avais achetée seule, avec mon argent. Elle m'a regardé et a dit. Très indépendante, un peu fière, non? Ne t'inquiète pas, la vie t'apprendra. Elle l'a dit comme ça. Sérieusement? Siffla Inès. Et toi? Je me suis tue. Manon haussa les épaules. Elle ne voulait pas provoquer de scandale dès la première rencontre. Elle s'était dit que c'était peut-être juste son caractère, sans mauvaise intention. Mais ensuite, elle a commencé à donner des conseils à Hugo devant moi. Quoi cuisiner, comment faire le ménage, quoi acheter. Et lui, il écoutait, acquiesçait, notait même des choses sur son téléphone. Je regardais la scène sans comprendre. Un homme adulte, avec son appartement, sa vie et il obéissait à sa mère comme un collégien. Tu lui en as parlé? Demanda Léa. Oui. Manon but une gorgée de vin et s'adossa au fauteuil. Après ce dîner, sur la route du retour, je lui ai demandé s'il ne trouvait pas que sa mère s'ingérait trop. Il a ri et m'a dit qu'elle s'inquiétait juste, qu'elle voulait bien faire, que c'était normal. Qu'elle était seule, et que c'était important pour elle de savoir que son fils serait heureux. Je n'ai pas insisté. Ça paraissait logique mais quelque chose en moi s'est serré. C'était la première fois que je sentais que quelque chose clochait. Les amis échangèrent un regard. Drapeau rouge, dit simplement Inès. Oui, acquiesça Manon. Mais à l'époque, j'espérais encore me tromper. Je pensais qu'après le mariage, tout se calmerait. Mais c'est devenu pire. Isabelle a commencé à appeler Hugo presque tous les jours. Récemment, elle s'est mise à se plaindre des voisins, bruit, gens qui fument dans les parties communes, impossible de vivre. Hugo l'écoute, sérieux, soupire. Il m'a déjà dit plusieurs fois. Ma mère est seule, il faut l'aider. Et je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement, mais ça ne me plaît pas. Léa fronça les sourcils, faisant tourner son verre. Tu n'as pas l'impression qu'elle joue sur la pitié? Si. Évidemment. Manon se frotta le visage, fatiguée. Mais je ne peux pas dire directement à Hugo que sa mère le manipule. Il se vexerait, penserait que je suis froide, sans cœur. Et c'est exactement ce qu'Isabelle veut. Alors tu comptes faire quoi? Demanda Inès. Manon réfléchit. Je ne sais pas. J'espère que ça va se tasser. Peut-être qu'après le mariage, elle se calmera. Ou pas, dit doucement Léa. Et elle s'immiscera encore plus dans votre vie. Tu es prête à ça? Non. Non, répéta Manon fermement. Je n'ai pas acheté cette maison pour rien. Je voulais mon espace. Et je ne laisserai personne contrôler ma vie. Alors parle à Hugo sérieusement, conseilla Inès. Je vais essayer, répondit Manon en hochant la tête, même si elle doutait. Elles restèrent encore 1 heure à discuter de tout et de rien. Puis les amis repartirent, et Manon resta seule. Elle alluma la cheminée, s'assit par terre à côté, les genoux serrés contre elle. Les flammes crépitaient doucement, projetant des reflets sur les murs. Silence. Calme. Juste sa respiration et le feu. C'était ça, le sentiment d'être chez soi.
Le lendemain, Manon retourna à Lyon. Hugo était libre ce samedi-là et ils avaient convenu de se voir chez lui. Elle arriva dans l'après-midi avec une tarte aux pommes qu'elle avait faite le matin. Hugo ouvrit la porte, la prit dans ses bras et l'embrassa sur le sommet de la tête. « Ça va, ma belle ? » ?»« Ça va. » Manon se déchaussa et le suivit. « J'étais à la maison avec les filles. Elles ont adoré. » « Évidemment. » Hugo posa la tarte sur la table et servit le thé. « C'est vraiment superbe chez toi. À chaque fois, je me demande comment tu as fait tout ça toute seule. »« Pas totalement seule, » répondit Manon. « Il y avait des artisans. Mais toutes les décisions, c'était moi. » Voilà. Il s'assit en face d'elle, souriant. Main indépendante. Elle allait lui demander ce qu'il entendait par « Il faut aider ma mère », mais son téléphone sonna. Il regarda l'écran, l'air coupable. « Désolé, c'est maman. » Il sortit dans le couloir. Manon serra sa tasse entre ses mains. Encore. Chaque fois qu'ils étaient ensemble, Isabelle appelait, comme si elle choisissait exprès le moment. Il parlait bas, presque en chuchotant. Elle n'entendait que des bribes. « Oui maman, je comprends, ne t'inquiète pas. » 10 minutes plus tard, il revint, préoccupé. « Tout va bien ?» demanda Manon prudemment. « Oui, elle se plaint encore des voisins. Ils ont mis de la musique jusqu'à 2 heures du matin, elle n'a pas dormi. Je lui ai dit d'appeler la police municipale, mais elle a peur que ça empire. »« Et tu proposes quoi ?» demanda Manon, tendue. « Je ne sais pas. Peut-être qu'elle pourrait partir quelque temps à la campagne, par exemple. » Ou. Manon se pencha en avant. Elle est seule. Il la regarda avec un air suppliant. Il faut l'aider. Peut-être qu'elle pourrait venir chez toi 2 semaines. Chez toi, c'est calme, l'air est bon. Manon se figea. Voilà. Ce qu'elle redoutait. Hugo, tu es sérieux? Mais quoi? 2 semaines seulement. Tu es souvent en ville, et elle serait seule là-bas. C'est ma maison, dit Manon plus fermement. Je l'ai achetée pour moi. Je ne suis pas prête à y faire vivre quelqu'un. Pas vivre? S'énerva Théil. Juste 2 semaines. Ne sois pas si dur, Manon. Ma mère est seule. Manon se leva. Je suis dur? J'ai économisé 5 ans pour cette maison. 5 ans à me priver pour avoir mon espace. Et maintenant tu veux que je le donne à ta mère? Pas donné, autorisé à rester. Pour moi, c'est pareil. Non. Manon prit son sac. Désolé, mais non. Elle sortit de l'appartement en claquant la porte, descendit l'escalier, sortit dans la rue, et seulement là, elle put enfin respirer. Les mains tremblaient, tout bouillonnait en elle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi se sentait-elle coupable de ne pas vouloir laisser entrer une étrangère chez elle? Pourquoi Hugo avait-il décidé qu'il avait le droit de lui demander ça? Son téléphone vibra. Un message d'Hugo: « Pardon, je ne voulais pas te mettre la pression. Je m'inquiète juste pour maman. Parlons calmement. » Manon ne répondit pas. Elle monta dans sa voiture, démarra et rentra chez elle. Il lui fallait du temps pour réfléchir, comprendre ce qui se passait dans leur relation, et surtout quoi faire ensuite. Les 2 jours suivants, Hugo lui écrivit, s'excusa, demanda à la voir. Manon répondit brièvement, sans enthousiasme. Elle essayait d'y voir clair dans ses sentiments, de comprendre si elle était prête à accepter qu'Hugo ait une mère aussi envahissante. Peut-être que Léa avait raison, et qu'après le mariage ce serait encore pire. Peut-être qu'il fallait tout arrêter maintenant, tant qu'il en était encore temps. Mais ensuite Hugo vint la voir avec des fleurs et des excuses, disant qu'il s'était emporté, qu'il la comprenait, qu'il n'insisterait plus. Manon le regardait et pensait, et s'il changeait vraiment? Et s'il comprenait que sa mère ne doit pas être le centre de leur vie? Ils se réconcilièrent, mais il resta un goût amer. Et Manon savait avec certitude que s'il essayait encore une fois de lui imposer Isabelle dans sa maison, elle ne se tairait pas. Une semaine passa. Manon travaillait, voyait Hugo, préparait le mariage, mais la tension montait en elle. Elle remarquait qu'il parlait de plus en plus souvent de sa mère, qu'il s'éclipsait de plus en plus pour répondre à ses appels. Et un jour,
alors qu'ils étaient assis dans un café, son téléphone sonna encore. Isabelle. Hugo jeta à Manon un regard d'excuse et sortit dans la rue. Elle resta seule une vingtaine de minutes. La serveuse était déjà passée 2 fois, demandant si elle voulait autre chose. Manon refusait, regardant par la fenêtre Hugo faire les 100 pas, nerveux, en parlant au téléphone. Et soudain, la vérité la frappa, ce serait toujours comme ça. Isabelle ne lâcherait pas, Hugo ne changerait pas, et elle serait la 3e dans leur relation, tandis que la première place resterait toujours à sa mère. Quand Hugo revint, Manon avait déjà pris sa décision. « Écoute, dit-elle calmement, on se fait un week-end dans ma maison de campagne. Juste nous deux, sans téléphone, sans agitation, on se repose, on fait un barbecue au charbon, on parle. Je crois que ça nous ferait du bien. » Le visage d'Hugo s'éclaira. « Excellente idée. Samedi prochain ? D'accord. » Manon sourit. « Tu apportes la viande pour les grillades, le vin, et ta bonne humeur. Moi, je m'occupe du reste. » Marché conclu. Hugo l'embrassa sur la joue. « Promis, tout sera parfait. » Manon hocha la tête, mais au fond elle le savait, c'était la dernière chance. S'il recommençait, s'il remettait sa mère au premier plan, c'était fini. Elle ne supporterait plus. La semaine traîna. Manon travaillait comme d'habitude, mais ses pensées revenaient sans cesse à ce week-end. Elle les imaginait, elle et Hugo, sur la terrasse, à griller la viande, à boire du vin et, enfin, à parler calmement de tout, sans appel, sans ingérence, sans Isabelle. Juste eux deux, comme avant, quand tout avait commencé. Mercredi soir, Manon passa au Carrefour Market, prit des provisions, des légumes pour une salade, du pain, du fromage, des fruits. La viande, Hugo devait l'apporter. Ils en étaient convenus. Elle choisit un bon vin, prit des bougies pour la terrasse, acheta des fleurs fraîches pour le salon. Elle voulait que tout soit parfait, que ce week-end devienne un nouveau point de départ, que Hugo comprenne enfin que le plus important, c'était eux, pas les caprices de sa mère. Jeudi soir, il l'appela de lui-même. « Salut, ma belle. » Sa voix était enjouée. « Ça va ? » ?»« Ça va. » Manon était allongée sur le canapé, un livre à la main. « J'attends le week-end. » »« Moi aussi. » Hugo se tut une seconde, puis ajouta. « Dis, maman demandait si elle pouvait passer un jour chez toi, juste pour voir. » »« Ça l'intéresse, elle dit. » Manon se raidit. « Hugo, on avait dit, le week-end, juste nous deux. »« Oui, oui, bien sûr, répondit-il vite. »« Je transmets seulement. » Elle a demandé, c'est tout. Et il ajouta. « Bon, n'y pense pas. Samedi, je serai là vers 11h avec la viande et le vin. » « D'accord. » Manon expira. « Je t'attends. » Ils se dirent au revoir et elle posa le téléphone sur sa poitrine, les yeux fixés au plafond. Pourquoi relayait-il ce genre de questions? Pourquoi n'avait-il pas dit tout de suite à sa mère que ce n'était pas le moment? Tout était censé être clair, il s'était mis d'accord, et pourtant il revenait avec ses sous-entendus. Manon ferma les yeux, tentant de chasser l'irritation. Très bien. Samedi dira tout. S'il venait seul, sans surprise, il restait une chance. Vendredi, elle quitta Lyon plus tôt. Le bureau l'avait laissé partir à midi et elle décida d'en profiter pour préparer. Elle arriva à la maison vers 15h, ouvrit les fenêtres, aéra les pièces, dépoussiéra, balaya la terrasse, mit des fleurs dans un vase sur la table du salon. Des chrysanthèmes blancs, simples mais beaux. Elle vérifia le barbecue dans le jardin, s'assura qu'il restait du charbon, disposa des coussins sur les fauteuils en osier de la terrasse, accrocha une guirlande de petites ampoules chaudes au-dessus de la table. En fin de journée, tout était prêt. Elle se tint au milieu du salon, regarda autour d'elle. C'était calme, accueillant, ça sentait le propre et le frais. Dehors, le soleil descendait, colorant le ciel de rose et d'orange. Les pommiers murmuraient doucement sous le vent. Parfait. Demain serait une bonne journée. Elle y croyait. La nuit passa tranquillement. Manon se coucha tôt, lut avant de dormir, puis s'assoupit au bruit du vent derrière la fenêtre. Elle se réveilla à 8h au chant des oiseaux, se leva, prit une douche, enfila un jean clair et un t-shirt gris. Elle attacha ses cheveux en queue de cheval.
Maquillage minimal, juste du mascara et un gloss. Elle ne voulait pas paraître trop apprêtée. C'était juste un week-end calme. Elle prépara le petit déjeuner, une omelette, des tartines, du café. Elle s'assit sur la terrasse et mangea lentement, savourant le silence du matin. À 10 heures, Hugo appela. Bonjour. Sa voix était vive, joyeuse. Je pars. Dans 40 minutes, je suis là. D'accord. Manon sourit. Je t'attends. Elle débarrassa puis refit un tour de la maison pour vérifier que tout était en place. Elle sortit sur la terrasse les verres, le tire-bouchon, des assiettes pour les encas, posa près du barbecue une grille. Tout était prêt. Il ne restait qu'à attendre Hugo. Le temps passa lentement. Manon marchait sur le terrain, remettait en place des branches de pommier, regardait la route. Vers 10h30, elle entendit un moteur. Une voiture. Son cœur bondit de joie. C'était lui. Enfin, ils seraient ensemble, au calme, sans agitation. Manon sortit sur le perron en souriant. La voiture d'Hugo s'arrêta devant le portillon. Elle le vit ouvrir la porte côté conducteur, sortir, lui faire signe. Et, aussitôt, la porte passager s'ouvrit. Une femme en survêtement bleu électrique en sortit, se redressant et regardant autour d'elle. Isabelle. Manon se figea. Son sourire glissa lentement de son visage. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-elle là? Quelque chose se serra en elle, puis se dilata d'un coup, la recouvrant d'une vague de colère froide. Impossible. Il n'avait pas pu. Il n'avait pas osé. Hugo ouvrit le coffre. Manon le vit sortir des affaires, des cartons, des sacs, des valises. Une énorme valise souple, puis une autre, plus petite. Isabelle se tenait à côté, examinant la maison, le terrain, les pommiers avec une attention critique. Elle disait quelque chose à Hugo, et lui acquiesçait, souriait, comme si tout allait bien, comme s'il n'avait pas promis de venir seul, comme s'il ne s'était pas mis d'accord pour un week-end à deux. Manon descendit lentement du perron. Ses jambes bougeaient toutes seules, mécaniquement. À l'intérieur, ça bouillonnait, mais extérieurement elle restait calme. Elle arriva au portillon, l'ouvrit. Hugo leva la tête, la vit et sourit de plus belle. « Salut, Manon. » Il posa un sac au sol et l'enlaça d'un bras. « Voilà, on est arrivé. » « On. » répéta Manon à voix basse. « Oui. » Hugo jeta un coup d'œil à sa mère. « Manon, ça ne te dérange pas, hein? Maman est épuisée à cause des voisins, je me suis dit qu'elle se reposerait chez toi. Ici c'est calme, l'air est bon, c'est beau. Ça lui fera du bien. Et puis ça ne nous gênera pas vrai? » Isabelle daigna enfin regarder Manon. Un regard froid, évaluateur. Elle la parcourut lentement des yeux, de la tête aux pieds, puis se tourna vers la maison, inspecta la façade, les fenêtres, le toit, comme si elle jugeait si l'endroit était à la hauteur de ses exigences. « C'est petit, quand même, dit-elle enfin. Mais pour se reposer, ça ira. » Manon serra les poings. Ça ira. Sa maison, ses 5 ans de travail et d'économie, ça ira. Elle regarda Hugo, qui fouillait de nouveau dans le coffre, sortit encore un carton, puis un paquet enveloppé dans du plastique. Des coussins. Il avait apporté des coussins et une couverture. Manon vit dépasser le bord d'un plaid bleu d'une des valises. Hugo, l'appela-t-elle doucement. Oui, une seconde. Il sortit la dernière valise, referma le coffre. Voilà, je crois que c'est tout. Je les monte. Il attrapa 2 gros sacs et se dirigea vers le portillon. Isabelle suivit, tenant devant elle une petite trousse de toilette comme si c'était de la porcelaine. Manon ne bougea pas. Elle les regarda, sentant grandir en elle quelque chose de froid et de lourd. Une trahison. Voilà à quoi ça ressemblait. Hugo passa devant elle et lui fit un signe. Manon, montre à maman où est la salle de bain, moi je monte les affaires. Elle se retourna et rentra dans la maison. Pas parce qu'elle acceptait, mais parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Son cerveau tournait à toute vitesse, cherchant comment réagir, quoi dire. Isabelle entra, regardant autour d'elle.
Manon voyait son inspection critique, les meubles, le sol, les murs. Elle pinça les lèvres, comme si quelque chose lui déplaisait. La salle de bain est là, dit Manon en indiquant la porte à gauche du couloir. Merci. Isabelle passa sans même la regarder. Pendant ce temps, Hugo portait les valises dans le salon, les posa près du canapé, se redressa et s'essuya le front. Ouf, c'est lourd. Bon, je retourne chercher le reste. Le reste? Répéta Manon. Oui, il reste encore 2 sacs. Et la viande aussi, d'ailleurs, je l'ai apportée. Elle est dans la glacière. Je reviens. Il sortit en sifflotant. Manon resta au milieu du salon, à regarder les sacs. Il y en avait beaucoup. Beaucoup trop pour un simple week-end. Des coussins, des couvertures, des cartons. Clairement pas pour 2 jours. Isabelle revint de la salle de bain, traversa le salon et s'assit sur le canapé comme si elle en était la propriétaire légitime. Elle regarda la pièce, pinça les lèvres. Les rideaux font un peu bas de gamme, dit-elle à voix haute, sans qu'on sache si elle parlait à Manon ou à elle-même. Et les meubles sont un peu vieux, mais pour une maison de campagne, ça va. Manon ne répondit pas. À l'intérieur, tout bouillait. Elle se tourna et alla à la cuisine, ouvrit le robinet, s'aspergea le visage d'eau froide. Respirer. Juste respirer, et réfléchir, quoi faire, comment réagir. Hugo revint en portant la glacière et 2 autres sacs. Il posa tout dans la cuisine, se tourna vers Manon. J'ai apporté la viande, comme tu voulais, dit-il d'un ton enjoué. Du porc, et des légumes à griller. Et le vin aussi. Manon le regarda. Il souriait comme si tout était normal, comme s'il n'avait pas rompu le raccord, comme s'il n'avait pas amené sa mère sans prévenir. Et alors, elle entendit la voix depuis le salon. Hugo, où est-ce que je dors? Montre-moi la chambre. Il sortit aussitôt de la cuisine. Manon resta près de l'évier, les doigts crispés sur le bord du plan de travail. La chambre. Isabelle demandait où elle dormirait. Donc elle ne comptait pas rester 1 heure, ni une journée. Elle comptait passer la nuit. Peut-être plus. Manon sortit dans le couloir. Hugo guidait déjà sa mère vers la petite chambre, celle avec la fenêtre donnant sur le jardin. Isabelle entra, regarda le lit, l'armoire, la table de chevet. C'est étroit, dit-elle. Mais bon. Il y a au moins du linge propre? Oui, maman, ne t'inquiète pas. Hugo se tourna vers Manon. Manon, tu as du linge propre, hein? Elle hocha lentement la tête. Soran, s'il te plaît, demanda-t-il, moi je monte les affaires de maman. Manon se retourna et alla à l'armoire de la grande chambre. Elle prit un ensemble de draps, bleu clair, à petites fleurs. Elle revint et le tendit à Hugo. Il prit les draps, hocha la tête avec reconnaissance et les apporta à sa mère. Manon resta dans le couloir, écoutant leur voix dans la chambre. Isabelle demandait quelque chose, Hugo répondait, la rassurait, comme si tout était normal, comme s'ils étaient chez eux. Manon se retourna et sortit. Elle alla jusqu'à la voiture d'Hugo, regarda dans le coffre. Il était vide. Tout avait déjà été monté. Elle fit le tour, jeta un œil à la banquette arrière. Il y avait encore un sac, plus petit, rempli lui aussi. Combien de choses avait-elle amené? Hugo sortit de la maison et s'approcha. Manon, qu'est-ce que tu fais là? Viens, on s'assoit, on boit un thé. Maman est fatiguée du trajet, il faut la nourrir. Manon le regarda. Tu avais promis de venir seule. Oui, je sais, balbutia Hugo. Mais maman a insisté. Elle dit que les voisins ont encore fait du bruit toute la nuit. Elle n'a pas dormi, elle était nerveuse. Je n'ai pas pu refuser, tu comprends? Non, dit Manon. Je ne comprends pas. Tu pouvais prévenir, appeler, demander. Je pensais que tu ne serais pas contre, répondit Hugo en écartant les mains. Franchement, Manon, qu'est-ce que ça change? Maman restera ici un peu, elle se reposera, puis elle rentrera. Et puis toi, tu es en ville la plupart du temps, ça ne te gênera pas. Elle compte rester combien de temps? Demanda Manon à voix basse. Je ne sais pas, haussa-t-il les épaules.
Jusqu'à ce qu'elle en ait marre, sans doute. Une semaine? 2, peut-être. Une semaine. 2. Dans sa maison, sans son accord. Manon hocha lentement la tête. D'accord. Je vois. Hugo sourit et lui tapota l'épaule. Allez, ne fais pas la tête. Viens, on allume le barbecue au charbon, on fait griller la viande, tout va être super, tu verras. Il se retourna et repartit vers la maison. Manon resta là, à le regarder s'éloigner. Quelque chose se rompit en elle, doucement, presque imperceptiblement, mais elle le sentit. C'était la fin. La fin de l'espoir qu'il change. La fin de la croyance que leur relation comptait plus que les caprices de sa mère. La fin. Elle marcha lentement vers la maison et entra. Isabelle était déjà assise dans la cuisine, feuilletant un magazine trouvé sur une étagère. Hugo sortait la viande de la glacière, la disposait sur un plat. Il se retourna en voyant Manon. « Ah, te voilà. Aide-moi à couper les légumes. Maman aime les aubergines au grill. » Manon prit le couteau sans un mot et commença à trancher les aubergines. Des gestes automatiques, précis. Son esprit avançait en pilote automatique, et quelque part très loin, une décision mûrissait, froide, ferme, définitive. Isabelle posa le magazine et regarda Manon. « Tu fais infuser le thé ou quoi ?» demanda-t-elle sur le ton qu'on prend avec une domestique. « Je le fais, » répondit Manon brièvement en levant les yeux. « Très bien. Je le veux fort, avec du citron. Ne mets pas de sucre, j'en ajouterai. » Manon posa la bouilloire sur la plaque. Hugo continuait à s'occuper de la viande, versait les épices, mélangeait. Il fredonnait quelque chose, visiblement satisfait. Isabelle reprit le magazine, tournant les pages, marmonnant parfois des commentaires. La bouilloire se mit à bouillir. Manon prépara le thé, en versa dans une tasse, ajouta du citron et la posa devant sa future belle-mère. Isabelle ne la remercia même pas. Elle prit la tasse, but une gorgée, fit une grimace. « C'est trop léger. La prochaine fois, tu laisses infuser plus longtemps. » Manon hocha la tête et continua à couper les légumes. Il ne restait plus rien en elle, ni colère ni rancœur, seulement un calme glacé et la certitude nette de ce qu'elle devait faire. Hugo termina avec la viande, prit le plat. « Bon, j'y vais, je vais allumer le barbecue. »« Manon, tu finis les légumes ?»« Je finis, » répondit-elle. Il sortit dans le jardin. Manon l'entendait s'occuper du charbon, souffler pour attiser la flamme. Isabelle termina son thé, se leva, fit le tour de la cuisine, ouvrit le réfrigérateur, regarda dedans. « Il n'y a pas grand-chose, dit-elle. Il faudra dire à Hugo d'aller faire des courses demain. Je vais faire une liste. » Elle sortit de son sac un petit carnet et un stylo, s'assit à table et commença à écrire. Manon coupait un poivron, la regardant en silence. Isabelle notait en marmonnant, lait, fromage blanc, crème fraîche, poulet, riz. « Tu comptes rester ici longtemps ?» lâcha Manon, incapable de se retenir. Isabelle leva les yeux. « Et alors ? Hugo me l'a proposé. Il a dit, reste autant que tu veux. Eh bien je reste. Qu'est-ce que ça peut te faire ? La maison est grande, il y a de la place pour tout le monde. » Manon posa le couteau. « C'est ma maison, dit-elle lentement, en regardant Isabelle dans les yeux. Et alors ? Haussa Isabelle les épaules. Vous allez vous marier avec Hugo, tout sera à vous deux, et moi je suis sa mère. Donc considère que c'est aussi ma maison. Manon ne répondit pas. Elle se contenta de la fixer. Isabelle soutint son regard quelques secondes, puis replongea dans son carnet. Manon se retourna, sortit de la cuisine, alla dans la chambre, ferma la porte, s'assit sur le lit et respira lentement, profondément. Ça suffit. Elle ne supporterait plus ça. Elle se leva, ouvrit l'armoire, sortit un grand sac de sport, celui avec lequel elle avait autrefois déménagé. Elle l'ouvrit, le posa sur le lit et commença à y mettre les affaires d'Hugo. Il en avait laissé petit à petit ces derniers mois, 2 t-shirts, un jean, un sweat, des baskets. Dans la salle de bain, il y avait son rasoir, sa brosse à dents, son gel douche. Manon rassembla tout, plia soigneusement,
ajouta le livre qu'il lisait le week-end précédent, un chargeur, des écouteurs, tout. Il ne restait plus rien de lui ici. Elle ferma le sac, le prit, sortit de la chambre, traversa le couloir, posa le sac près de la porte d'entrée, puis revint à la cuisine. Isabelle écrivait toujours sa liste. Manon passa sans un mot et sortit. Hugo était près du barbecue, soufflant sur le charbon. Il sourit en la voyant. Presque prêt. Dans 10 minutes, on peut griller. D'accord, dit Manon en hochant la tête. J'arrive. Elle se retourna, rentra dans la maison, alla à la porte d'entrée, prit le sac, le sortit et le posa soigneusement sur le perron. Puis elle revint, sortit de sa poche la clé de la maison, celle qu'elle avait donnée à Hugo au cas où il arriverait avant elle, et la posa sur le sac. Elle s'assit sur les marches, sortit son téléphone, ouvrit son application de lecture et se mit à lire. À l'intérieur, tout était calme. La décision était prise. Il ne restait plus qu'à attendre. 5 minutes passèrent. Hugo termina avec le charbon et alla vers la maison chercher la viande. Manon entendit ses pas, mais ne leva pas la tête. Il passa devant elle, entra, puis sa voix retentit, surprise. Manon. Manon, c'est quoi, ça? Elle releva lentement les yeux. Hugo était dans l'embrasure de la porte, un sac de légumes à la main, regardant le sac puis elle. Il ne comprenait pas. C'est quoi? Répéta-t-il. Manon se leva calmement, épousseta son jean. Tes affaires, dit-elle d'une voix égale. Prends-les et dégage d'ici avec ta maman. Hugo cligna plusieurs fois des yeux, comme si les mots ne rentraient pas. Quoi? Manon, mais de quoi tu parles? De ça, vous n'allez pas rester ici. Elle prit le sac et le lui tendit. C'est ma maison. Je l'ai achetée seule, et je n'ai donné à personne l'autorisation d'y vivre. Tu es venu sans venir seul, mais avec ta mère et ses valises. Donc tu as fait un choix. Maintenant, c'est mon tour. Hugo changeait d'appui, perdu. Manon, mais je ne voulais pas te faire du mal, c'est juste maman. Maman, maman, coupa Manon. Toujours maman. Et moi, tu y as pensé? À ce que je voulais? À ce week-end à deux, sans personne? Tu avais promis. Tu as promis et tu as menti. Isabelle jaillit de la maison, le visage tordu d'indignation. Qu'est-ce qui se passe ici? Hugo, c'est quoi, cette histoire? Votre fils vous a amené chez moi sans me demander, dit Manon calmement. Et maintenant, je vous demande de quitter ma propriété. Comment oses-tu? Isabelle fit un pas en avant. Hugo me l'a proposé lui-même. Il a dit, maman, reste autant que tu veux. Je peux en témoigner. Peut-être, acquiesça Manon. Mais il a oublié de demander à la propriétaire. Et la propriétaire dit non. Alors vous prenez vos affaires et vous partez. Manon, attends, tenta Hugo en voulant lui prendre la main. Elle se dégagea. Parlons calmement. Ne fais pas ça si brutalement. Brutalement? Manon eut un rictus. J'ai économisé 5 ans pour cette maison. 5 ans pour avoir un endroit à moi où personne n'entre sans mon accord. Et toi, tu amènes ta mère ici avec ses affaires comme si elle emménageait. Et tu me parles de brutalité. Isabelle se mit à geindre. Voilà ta fiancée. Froide, ingrate. Je le savais. Je te disais, Hugo, qu'elle est trop fière. Une femme comme ça, tu n'en as pas besoin. Manon la regarda froidement. Peut-être. Alors la route est libre pour vous deux. Elle se retourna, entra, prit les clés de la porte, ressortit et ferma à clé. Le verrou claqua. Hugo et Isabelle restèrent sur le perron, stupéfaits. Manon descendit les marches, les contourna, alla jusqu'au portillon, l'ouvrit, sortit sur la route, prit son téléphone et appela Léa. Allô, dit-elle quand son amie répondit. Tu peux venir me chercher à la maison? Je dois partir. Qu'est-ce qu'il se passe? Demanda Léa, inquiète. Je t'expliquerai après. Tu peux venir? Bien sûr. J'arrive. Manon raccrocha, s'appuya contre la clôture, entendant Hugo et sa mère discuter sur le perron. Puis Hugo s'approcha d'elle.
Manon, allez, ça suffit, ouvre, qu'on parle normalement. Non. Elle ne se tourna pas. J'ai tout dit. Tu prends ta mère et tu pars. Mais où tu veux qu'on aille? Maman est fatiguée. Ce n'est pas mon problème. Hugo resta un moment, puis soupira lourdement et repartit. Manon l'entendit parler à sa mère. Ensuite ils commencèrent à sortir les affaires de la maison. Elle ouvrit le portillon pour les laisser passer et récupérer les sacs. Hugo transportait cartons et paquets, chargeait tout dans la voiture. Isabelle était assise côté passager, les lèvres serrées, lançant à Manon un regard haineux. Quand tout fut chargé, Hugo referma le coffre et revint vers elle. « Tu vas regretter ça, dit-il à voix basse. »« Non, répondit-elle. Je ne le regretterai pas. » Il resta une seconde, puis se détourna, monta dans la voiture, démarra. La voiture roula lentement, s'engagea sur la route et disparut. Manon resta là, à regarder jusqu'à ce qu'elle s'efface au tournant. Quand le bruit du moteur se dissipa complètement, mêlé au froissement des feuilles des pommiers et à l'aboiement lointain d'un chien, le silence s'installa. Pas le silence apaisant pour lequel Manon avait acheté cette maison, mais un silence assourdissant, vibrant de vide. Elle se tenait sur le perron, serrant machinalement dans sa main la clé de la porte d'entrée. Le métal froid et strié lui entaillait la paume. L'air, qui semblait frais et plein de promesses une demi-heure plus tôt, était devenu lourd, sentait la poussière de la voiture partie et une fumée amère venant du barbecue éteint. Son regard glissa sur la cour. Sur les fauteuils en osier de la terrasse, les coussins qu'elle avait soigneusement tapotés le matin étaient encore là. Sur la table dressée pour trois parce qu'elle avait été idiote, parce qu'au dernier moment elle s'était dit que la mère d'Hugo s'assiérait peut-être avec eux une heure, boirait un thé et repartirait et il y avait des assiettes et des verres intacts. Près du barbecue, une grande bassine de viande marinée, couverte, et des légumes aubergines, poivrons, tomates coupées et rangées proprement sur une planche en bois. Tout ce qu'elle avait préparé avec soin ressemblait maintenant à un décor ridicule pour un spectacle annulé avant même d'avoir commencé. Manon entra lentement, referma la porte. La serrure claqua avec le même son sec et définitif. Elle passa au salon. Près du canapé, il y avait encore des sacs et des cartons que Hugo avait eu le temps de monter, ceux qui n'avaient pas tenu dans la voiture tout de suite et qu'il était revenu chercher ensuite en silence, le visage dur et vexé, pendant que sa mère fixait Manon depuis la vitre du siège passager. Manon donna un coup de pied dans un carton. Il glissa avec un bruit sourd. Des affaires. Une montagne d'affaires étrangères et inutiles dans sa maison. Le symbole d'une intrusion si grossière, si insolente, que ça ne rentrait toujours pas dans sa tête. Elle s'assit au bord du fauteuil, s'enlaça les épaules. Elle tremblait, non de froid, mais d'une colère tardive qui finissait par percer l'engourdissement glacé. Comment avait-il pu? Comment avait-il osé décider à sa place de disposer de sa maison, de sa vie, de ses week-ends? Maman, reste ici autant que tu veux. Cette phrase résonnait dans sa tête, insolente, sûre d'elle, ne laissant aucune place à la contestation. Il n'avait même pas demandé. Il l'avait mise devant le fait accompli en souriant, si largement, si sincèrement, comme s'il lui avait apporté le plus précieux des cadeaux. Et c'était précisément cette sincérité qui l'effrayait le plus. Il ne comprenait vraiment pas ce qu'il avait fait de mal. Il était persuadé d'avoir raison. Maman est seule, il faut l'aider. Et la fiancée supportera. Elle est des nôtres, elle comprendra. Le téléphone, posé sur la table de la cuisine, vibra une fois, puis deux, puis trois. Manon n'alla pas regarder. Elle savait qui c'était. Hugo. Il avait sûrement repris ses esprits, encaissé une nouvelle salve de plaintes maternelles, et maintenant il essayait soit de s'excuser, soit de l'accuser. Ou peut-être les deux en même temps. Qui l'appelle? Elle ne répondrait pas. Dans la chambre d'amis, la petite, celle qui donnait sur le jardin, flottait une odeur de parfum étranger, agressif, floral, de ceux que portaient les femmes de la génération d'Isabelle. Sur le lit, fait avec des draps bleus clairs à petites fleurs, ceux que Manon avait sortis elle-même et donnés à Hugo, traînait un magazine abandonné. Et sur le sol, tout près du lit, soigneusement posées l'une à côté de l'autre, il y avait des pantoufles d'intérieur, molles, en velours, d'un violet absurde à pois blancs. Des pantoufles à pois. Isabelle avait amené ses pantoufles. Elle n'était pas venue pour 2 heures, pas pour une soirée. Elle était venue pour s'installer.
Et ses pantoufles ridicules, presque comiques, étaient la preuve la plus évidente, la plus incontestable de ses intentions. Manon eut un haut-le-cœur. Elle s'approcha, attrapa les pantoufles du bout des doigts, comme si c'étaient des souris mortes, et les emporta à la cuisine. En chemin, elle prit un sac poubelle, les jeta au fond, y envoya aussi le magazine de la chambre. Puis elle revint au salon et commença à effacer toutes les traces de leur courte visite, si brève et pourtant si destructrice. Carton, sac, tout dans un grand sac. La bouteille de vin encore fermée qu'Hugo avait apportée y passa aussi. Elle ne voulait pas boire ce vin. Elle ne voulait rien qui ait un lien avec lui. Elle travaillait vite. Manon bougeait rapidement, méthodiquement, comme un robot. Elle débarrassa la table de la terrasse, lava la vaisselle, rangea les légumes au réfrigérateur. La viande, elle la jeta dans la poubelle dehors, directement dans la bassine. Elle ne parvenait pas à y toucher. C'était la viande d'une fête devenue un enterrement, l'enterrement de leur relation. Quand tout fut rangé et que la maison redevint propre et vide, comme elle l'aimait, Manon prit enfin son téléphone. 10 appels manqués d'Hugo, 5 messages. Elle les ouvrit et les lut avec une curiosité détachée, comme si ce n'était pas adressé à elle. « Tu es devenue folle ? Décroche, on doit parler. Maman ne va pas bien, elle a la tension. Tu es contente, Manon ? Je ne comprends pas ce qui t'arrive. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas comme ça. Je viens demain. On doit tout régler. » Elle eut un sourire bref. Ce n'est pas toi. Et c'est qui, alors ? Celle qui avale l'humiliation en silence ? Celle qui accepte qu'on s'essuie les pieds sur elle dans sa propre maison. Visiblement, c'est ainsi qu'il l'avait imaginée, pratique, docile. Celle qui accueillerait sa mère, s'occuperait d'elle, écouterait ses leçons, sourirait. Et quand il avait vu une autre Manon, celle qui avait osé dire non, il avait décrété que ce n'était pas elle. Sans un mot, elle bloqua son numéro, puis réfléchit et le débloqua. Non. Il ne s'en tirerait pas aussi facilement. Elle devait s'assurer qu'il comprenne. Pas qu'il pardonne, pas qu'il oublie, qu'il comprenne, jusqu'au bout, jusqu'au fond. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Léa. Manon appuya sur le bouton vert. Manon, t'es où ? Qu'est-ce qui se passe ? La voix de son amie tremblait d'inquiétude. Je suis à la maison. Ça va, répondit Manon en s'asseyant sur les marches du perron. Ça va. Tu m'as appelé, tu m'as dit de venir te chercher, et après tu as disparu. J'étais presque arrivé, j'ai fait demi-tour quand tu ne répondais plus. Hugo appelait, il demandait si tu étais avec moi. Il est parti, dit Manon. Avec sa mère. Quoi ? Parti ? Comment ça, parti ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Manon inspira profondément et raconta, d'une voix égale, sans émotion, en déroulant les faits, comment il était arrivé, comment sa mère était sortie de la voiture, comment il montait les affaires, les pantoufles à pois, la phrase « Maman, reste ici autant que tu veux », et comment elle avait fait son sac et les avait mis dehors. Léa se tut, écoutant. Quand Manon eut fini, il y eut un silence de quelques secondes au bout du fil. Putain, souffla enfin Léa. Manon, t'étais mon héroïne. Manon eut un petit rictus. Quelle héroïne, j'en pouvais juste plus. Non, sérieux. Moi, j'aurais hurlé, pleuré, fait un scandale. Toi, tu les as mis dehors, calmement, et c'est tout. Je suis impressionné. À l'intérieur, ça bouillait, admit Manon. Mais j'ai compris que crier ne servait à rien. Il ne comprendrait pas. Il ne comprend toujours pas. Et maintenant ? Le mariage est annulé. Annulé, répéta Léa d'un ton ferme. Et tu as raison. Mieux maintenant que plus tard, à partager le lit conjugal avec sa mère. Dis, tu veux que je vienne ? On s'assoit, on boit un verre. J'ai justement une bonne bouteille. Pas la sienne. Manon hésita une seconde. Au début, elle avait envie d'être seule. Puis elle imagina une longue soirée dans cette maison vide, face à ses pensées, et comprit que c'était une mauvaise idée. Viens, dit-elle. Mais apporte quelque chose à manger. Il ne me reste que des légumes. J'arrive, répondit Léa, énergique, avant de raccrocher.
Manon posa le téléphone, s'adossa aux marches, ferma les yeux. Le soleil descendait déjà, teignant le ciel de ton pastel. Il faisait plus frais. Elle se leva, rentra, prit un plaid, s'en enveloppa, resta assise, regardant les pommiers, le ciel qui s'assombrissait, et soudain elle sentit des larmes couler sur ses joues. Elle ne pleurait pas par pitié pour elle-même, ni par rancœur contre Hugo. Elle pleurait de déception, parce que la belle image qu'elle s'était fabriquée venait de s'effondrer, un homme aimant, une maison chaleureuse, une famille à venir. Tout cela n'était qu'un mensonge, une illusion. Hugo, qui avait eu l'air si autonome et si solide, s'était révélé faible, dépendant de sa mère, incapable de défendre ni lui-même ni sa femme. Et elle, si lucide, si intelligente, n'avait pas vu. Ou n'avait pas voulu voir. Elle eut honte. Pas devant lui. Pas devant sa mère. Devant elle-même. Honte de s'être trompée si longtemps, de prendre son infantilisme pour de la sollicitude, sa faiblesse pour de la bonté. Honte d'avoir ignoré les signaux, ses conversations incessantes sur sa mère, les remarques piquantes d'Isabelle, son refus de voir le problème. Elle voyait tout, elle comprenait tout, mais elle espérait. Elle espérait qu'il changerait, qu'après le mariage tout rentrerait dans l'ordre, que l'amour gagnerait. Quelle idiotie! L'amour ne vainc pas l'infantilisme. Il s'y noie. Quand Léa arriva, Manon s'était calmée. Elle s'était lavé le visage, avait enfilé des vêtements confortables, et avait même allumé des bougies sur la terrasse. Son ami apporta une pizza, du fromage, des fruits et une bouteille de prosecco glacé. Elles s'installèrent sur la terrasse, emmitouflées dans des plaids. Léa servit le vin, leva son verre. À la libération, dit-elle. À ça, acquiesça Manon, et elles trinquèrent. Le vin était froid, piquant, et ça fit du bien immédiatement. Elles mangèrent la pizza directement dans la boîte, parlèrent, rirent. Léa racontait des histoires drôles du travail. Manon écoutait et sentait la tension se relâcher peu à peu. Le vide en elle se remplissait de chaleur, celle du vin, de la nourriture, du soutien. Tu sais ce qui est le plus drôle? Dit Manon en buvant une gorgée. Sa mère était sûre que j'allais m'y faire, que j'allais m'occuper d'elle, la contenter, et qu'après je m'habituerais. Elle était tellement sûre de son plan qu'elle avait même apporté ses pantoufles. Les pantoufles, c'est le sommet, ricana Léa. C'est comme un drapeau planté sur un territoire conquis. Exactement. Et quand je les ai vus, j'ai compris, point de non-retour. Soit je défends mon territoire maintenant, soit je le perds pour toujours. Tu as tout fait correctement, dit Léa, sérieuse. Vraiment. Et tu vois, ce n'est pas une histoire de pantoufles ou de sa mère. C'est une histoire de respect. Il ne te respecte pas. Il ne respecte pas ton droit à ton espace, à ton avis. Pour lui, tu es une fonction, une appli pratique dans sa vie. Et il a été très surpris quand l'appli a soudain affiché l'erreur 404. Manon éclata de rire. Bonne comparaison. J'aurais envie de lui écrire ça. Non, secoua Léa. Ne lui écris rien. Disparaît. Silence total. C'est le plus douloureux. Il va s'énerver, essayer d'entrer en contact, puis il comprendra que c'est fini, accès refusé. Et là, peut-être que quelque chose finira par rentrer. Je l'ai déjà bloqué, dit Manon. Parfait. Le plus dur, maintenant, c'est de ne pas craquer. Il va jouer sur la pitié, la culpabilité, les souvenirs. Il va écrire d'autres numéros, passer par des amis. Tiens bon. Elles restèrent ensemble jusqu'à minuit. Léa dormit sur place, dans cette même chambre d'amis d'où Manon avait jeté les pantoufles d'Isabelle. Avant de se coucher, Manon ouvrit le groupe de discussion où ils parlaient avec leurs amis, celui où étaient aussi les invités du mariage. Elle regarda la liste des contacts, retrouva son message de fiançailles d'il y avait 6 mois, soupira et écrivit un nouveau message, court, clair, sans émotion inutile, les amis, le mariage est annulé. Raison personnelle. Merci à tous pour votre soutien. Elle envoya, éteignit son téléphone, se coucha dans son lit, dans sa maison. Le vent soufflait dehors, et dans la pièce d'à côté son ami dormait. Et pour la première fois depuis longtemps, Manon se sentit totalement en sécurité. Elle était seule. Et c'était parfait. Le matin, elles burent le café sur la terrasse.
Manon n'alluma toujours pas son téléphone. Elle n'avait pas envie de lire les messages de compassion, de répondre aux questions. Elle voulait du silence. Et la robe? Demanda Léa. Tu vas faire quoi? Je la rends au magasin, répondit Manon en haussant les épaules. Je perdrai une partie de l'argent, mais ce n'est pas grave. C'est le prix de la leçon. Et la bague? Manon regarda sa main. Une fine bague en or avec un petit diamant. Hugo l'avait glissée à son doigt 6 mois plus tôt, au sommet d'une colline où ils étaient montés en funiculaire. C'était romantique, beau, et elle avait été heureuse. À présent, la bague lui semblait étrangère, lourde. Je la lui enverrai par coursier, dit-elle, avec le reste de ses affaires si je retrouve quelque chose. Elles rentrèrent en ville dans l'après-midi. Léa déposa Manon devant son immeuble. Tiens bon, dit-elle avant de partir. Si tu as besoin, appelle à n'importe quelle heure. Merci, Léa, pour tout. Manon monta dans son appartement en ville. Un petit studio loué en périphérie, d'où elle rêvait de partir pour sa maison, pour sa famille. La maison, elle l'avait. La famille, non. Et c'était un peu amer. Elle ralluma son téléphone, une avalanche de messages d'amis. Qu'est-ce qui s'est passé? On est là. Si tu as besoin, dis-le. Manon répondit à tout le monde avec un seul message, merci, je vais bien, c'est comme ça. Et il y avait un message d'Hugo, envoyé d'un numéro inconnu, Manon, je sais que tu m'as bloqué, mais on ne peut pas finir comme ça pour un malentendu. Je t'aime. J'ai eu tort de ne pas prévenir. Je suis idiot. Mais je ne voulais pas te faire du mal. Je voulais juste aider maman. S'il te plaît, viens, qu'on se voit. Donne-moi une chance d'expliquer. Manon le lut sans rien ressentir. Ni colère, ni pitié. Du vide. Comme si un inconnu écrivait. Il appelait encore ça un malentendu. Il n'avait toujours pas compris. Les jours suivants ressemblèrent à un siège. Hugo écrivait de différents numéros, appelait depuis des téléphones professionnels. Manon ne répondait pas. Il écrivit à leur ami commun, Mathieu, pour qu'il lui parle. Mathieu appela. Manon, salut. Écoute, Hugo me harcèle, il me demande de te dire qu'il est au bout du rouleau, qu'il ne mange pas, qu'il ne dort pas, qu'il a fait la plus grosse erreur de sa vie. Vous ne pourriez pas au moins parler? Salut, Mathieu. Non, répondit Manon calmement. Je ne veux pas. On n'a rien à se dire. Il a fait son choix ce samedi-là. Mais il dit qu'il t'aime. L'amour, c'est quand tu respectes quelqu'un et ses limites, coupa Manon. Pas quand tu essaies, sans demander, de lui coller ta mère sur le dos. Dis-lui de me laisser tranquille, sinon je serai obligé de prendre d'autres mesures. Mathieu soupira, mais ne discuta pas. D'accord. Je lui dirai. Et là, Manon comprit que Léa avait raison. Le simple silence ne suffirait pas. Il ne lâcherait pas. Il tournerait en rond, jouerait sur la pitié, impliquerait les amis, viendrait l'attendre devant le travail. Il ne comprenait pas le mot non. Il ne comprenait que les actes. Il ne suffisait pas de lui dire que c'était fini. Il fallait le lui montrer. De manière évidente. Douloureuse. Pour que ça lui entre dans le crâne une bonne fois pour toutes. Quelque chose claqua en elle. La colère froide qui couvait depuis des jours se transforma enfin en un plan clair, net. Un plan de vengeance? Non. Plutôt un plan de séparation définitive. Elle ne voulait pas seulement rompre, elle voulait poser un point final, épais, noir, pour qu'il ne reste aucun doute ni pour lui, ni surtout pour elle et pour qu'il n'ose plus jamais s'approcher d'elle et de sa maison. Elle s'assit sur le canapé, prit son téléphone, retrouva le dernier numéro depuis lequel Hugo lui avait écrit. Ses doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier. Elle savait qu'elle allait faire quelque chose qu'elle regretterait peut-être. Mais elle ne voyait pas d'autre issue. C'était comme une opération chirurgicale, douloureux, effrayant, mais nécessaire pour retirer la tumeur et vivre ensuite. Elle revit sa mère, son regard évaluateur, ses mots sur les rideaux, bon marché. Elle revit les pantoufles à pois. Elle revit le sourire satisfait d'Hugo quand il avait dit « Maman, reste ici autant que tu veux ». Et tout doute disparut. Elle se mit à taper.
Hugo, salut. Tu avais raison. J'ai réagi trop vivement. Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai eu très mal, mais je comprends que tu n'as pas voulu me blesser. Je pense qu'on doit vraiment parler calmement, sans crier. Viens samedi à la maison. Je préparerai le dîner. S'il te plaît, viens seul. Elle relut le message. Chaque mot était un mensonge. Un mensonge froid, calculé, mais exactement formulé comme lui l'aurait voulu. C'était cette Manon pratique qu'il connaissait et aimait, celle qui comprend tout et pardonne tout. Elle appuya sur envoyer. La réponse arriva presque aussitôt. Manon, je suis tellement heureux. Bien sûr que je viendrai seul, je te le promets. Samedi, comme tu veux. À quelle heure? En début de soirée, tape ATL. J'y serai. Je t'aime. Manon posa le téléphone. Sur ses lèvres, il y avait un sourire étrange, froid. Elle ne ressentait ni joie ni satisfaction. Seulement une sensation de glace, et une détermination solide. Elle irait jusqu'au bout. Ce samedi-là, dans sa maison, tout finirait, une fois pour toutes. Et elle savait qu'après ça, il comprendrait enfin. Le samedi arriva sans qu'elle s'en rende compte, un matin gris, sans visage. Toute la semaine, Manon avait vécu comme dans le brouillard, accomplissant ses tâches au travail en pilote automatique, hochant la tête aux collègues, souriant aux questions de routine. Mais à l'intérieur, régnait un silence tendu, concentré. Elle ne se préparait ni à une réconciliation, ni à une explication. Elle se préparait à l'acte final, celui qui tracerait définitivement la ligne entre sa vie et celle d'Hugo. Comme un chirurgien avant une opération difficile mais nécessaire, calcul froid, main ferme, aucune pitié pour ce qu'il faut couper. Le vendredi soir, elle partit pour la maison. La route, qui d'ordinaire lui donnait une impatience joyeuse, n'était cette fois qu'une partie du plan. La maison l'accueillit en silence. Elle passa de pièce en pièce, et il lui sembla que les regardait encore le fantôme de ce samedi-là, l'odeur d'un parfum, l'écho de voix indignées, la lourdeur imaginaire des affaires imposées. Elle ouvrit toutes les fenêtres d'un geste décidé, laissant entrer l'air d'automne, humide, qui sentait les feuilles en décomposition. Convent-il qu'il ne reste aucune trace. Elle ne prépara pas de dîner de fête. Elle acheta en ville de la nourriture simple, des pommes de terre, un peu de poulet, des légumes. Rien de spécial. Rien qui puisse évoquer une célébration. Ce serait leur dernier repas, et il devait être ordinaire, presque austère, sans la moindre touche romantique. Toute la journée du samedi, elle rangea. Pas parce que c'était sale. La maison brillait déjà depuis la dernière fois. Mais parce que cela faisait partie du rituel. Elle essuyait la poussière, lavait les sols, déplaçait les livres sur les étagères. Chaque geste était précis, voulu. Elle reprenait sa place. Elle affirmait physiquement son droit sur chaque centimètre de cette terre, sur chaque planche de ce sol. Dans l'après-midi, elle fit ce qu'elle avait décidé en début de semaine. Elle alla au marché de bricolage le plus proche, là où, entre les clous et la peinture, on vendait aussi des vêtements et des chaussures bon marché. Elle erra longtemps entre les allées, cherchant exactement ce qu'il fallait, et elle trouva un survêtement bleu électrique, en synthétique qui crisse, presque la copie de celui qu'Isabelle portait le jour où elle était débarquée. Un grand sac à carreaux, de ceux qu'on voyait partout dans les années 90, semblable à un de ceux qu'Hugo avait traînés. Et, surtout, l'essentiel, des pantoufles violettes en velours, à pois blanc. Elles étaient au fond, dans une boîte de chaussons mélangés. Elles ne coûtaient presque rien. Manon acheta tout sans marchander, glissa le tout dans un sac noir opaque et ramena ça à la maison. Elle cacha le paquet dans l'abri, derrière le bois. Quand tout fut prêt, la maison brillait, mais d'une propreté froide, presque muséale. Sur la table du salon, pas de bougies, pas de jolies nappes. Juste 2 assiettes, 2 couverts, 2 serviettes. Elle se regarda dans le miroir, visage pâle, sévère. Jean sombre, simple col roulé gris, aucune trace de maquillage. Elle ne voulait pas être belle pour lui. Elle voulait être elle-même celle qu'il n'avait jamais vraiment vue, ni comprise. À l'heure convenue, on frappa à la porte. Pas la sonnette du portillon, un petit coup, discret, presque timide. Il était là, comme promis. Seul. Manon ouvrit. Hugo se tenait sur le perron,
un bouquet de ses chrysanthèmes blancs préférés à la main, et une bouteille de vin cher. Il avait l'air épuisé, amaigri, les cernes marquées. En la voyant, il tenta de sourire, mais le sourire fut maladroit, coupable. « Salut, dit-il doucement. « Salut, répondit Manon d'une voix égale en prenant les fleurs. Le vin, elle ne le prit pas. Entre. Elle se détourna et alla à la cuisine sans l'attendre. Elle posa les fleurs dans le premier récipient venu, une simple bocal en verre. Pas un vase. Juste un bocal. C'était volontairement négligent, et elle savait qu'il le remarquerait. Hugo entra derrière elle, posa la bouteille sur la table, regarda autour de lui. « C'est propre, dit-il, perdu, comme s'il s'attendait à des traces de désordre ou d'abandon. »« C'est toujours propre, répondit Manon en sortant le poulet rôti du four. « Assieds-toi, le dîner est prêt. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Le silence était épais, on aurait pu le couper au couteau. Manon lui servit un morceau de poulet, des pommes de terre. Elle, très peu. Elle n'avait pas faim. Manon commença-t-il, à peine après avoir touché à sa nourriture. Je veux encore m'excuser. J'ai été un idiot complet. Je n'ai pas pensé à toi, à ce que tu ressentais. J'étais tellement absorbé par les problèmes de maman que j'ai complètement débranché. Pardon. Elle mâcha lentement, les yeux sur son assiette, puis releva la tête. Tu t'excuses parce que tu n'as pas prévenu ou parce que tu l'as fait, tout court? Hugo se troubla. Les deux, je crois. Je voulais juste aider maman. Elle avait vraiment des problèmes avec les voisins. Elle ne dormait pas la nuit, elle était à bout, sa tension montait, j'ai eu peur pour elle. Et quand elle a demandé un endroit calme, ta maison m'a paru idéale. Je pensais que tu comprendrais, que tu accepterais. Accepter pour ta mère, précisa Manon. Et ma place, tu as essayé d'y entrer? La place d'une femme qui s'est privée pendant des années pour acheter cette maison, son espace à elle. Et dans cet espace, sans demander, comme un propriétaire, tu amènes quelqu'un et tu annonces, reste ici autant que tu veux. Tu as imaginé ce que je pouvais ressentir? Je n'y ai pas pensé, murmura-t-il en baissant les yeux. J'ai eu tort. Il releva la tête, la voix pressante. Mais je t'aime, Manon. Ces jours sans toi ont été un enfer. J'ai compris que je ne pouvais pas vivre sans toi. Donne-moi une chance de réparer. Je parlerai à maman. Je lui expliquerai que ce n'est pas possible. On mettra des limites. Tout sera différent, je te le promets. Il parla longtemps, avec chaleur, confusément, sa souffrance, sa culpabilité, ce qu'il avait dit aux amis, sa bêtise. Son repentir semblait sincère. Son désir de tout récupérer aussi. Et c'était la pire des pièges. Un mois plus tôt, Manon aurait peut-être fondu, aurait cru, aurait pardonné. Pas maintenant. Maintenant, elle l'écoutait comme un médecin écoute les symptômes d'une maladie. Elle voyait la racine du problème, non dans l'acte, mais dans sa manière de penser. Même en s'excusant, il parlait de lui, je parlerai, j'expliquerai, j'établirai. Elle restait, dans ce schéma, un objet à récupérer et à réajuster. Quand il s'essouffla, elle dit calmement. Mange. Ça va refroidir. Hugo la regarda, déconcerté. Manon, tu m'entends? Je t'entends, acquiesça-t-elle. Je t'entends très bien, Hugo. Toute la semaine, je n'ai fait que penser à ça. J'ai essayé de te comprendre, de me mettre à ta place. Et tu sais, à un moment, j'ai eu l'impression d'avoir compris. Il se pencha, un éclat d'espoir dans les yeux. Vraiment? Oui. Elle se leva de table. Viens. Je vais te montrer quelque chose. Elle se dirigea vers la sortie. Hugo, à la fois perdu et soudain soulagé, la suivit. Il crut, sans doute, qu'elle l'emmenait sur la terrasse pour parler dans une ambiance plus douce. Mais Manon passa devant la terrasse, franchit le perron et descendit dans la cour. Le soir était frais. Le ciel avait presque noirci, et à l'ouest, une bande rouge sombre brûlait encore. Tout était silencieux. Manon s'arrêta au milieu de la cour et se retourna. Elle ne regardait pas Hugo. Elle regardait le perron de sa maison. Hugo la rejoignit, s'arrêta à côté d'elle, l'air perplexe.
Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Regarde la maison, Hugo, dit-elle doucement. Il obéit, leva les yeux vers la façade, puis son regard glissa vers les marches et il se figea. Sur le perron, soigneusement disposé, il y avait des affaires, un survêtement bleu électrique, un grand sac à carreaux, et un peu à l'écart, comme si quelqu'un venait de les enlever, une paire de pantoufles violettes à pois blancs. C'était une nature morte presque surréaliste, une copie grotesque et inquiétante de la scène d'une semaine plus tôt. Manon, c'est quoi, ça? Chuchota Théil en clignant des yeux, sans comprendre. Ce n'étaient pas les affaires de sa mère. Il le savait. Mais c'était terriblement ressemblant. Un théâtre. Une reconstitution. Et c'était encore plus effrayant. Manon tourna lentement la tête vers lui. Son regard était froid, vide. Un sourire minuscule releva un coin de ses lèvres. « Maman, reste ici autant que tu veux, dit-elle d'un ton calme, sans couleur, en répétant mot pour mot sa phrase. À ce ton, un frisson remonta le long du dos d'Hugo. Il recula comme si on l'avait frappé. « Manon, arrête. Qu'est-ce que tu fais? » Je. Elle fit un pas vers lui. « Je te montre comment ça avait l'air, de l'extérieur. Voilà. Tu as amené ça dans ma maison. Ta mère, ses affaires, ses règles. Tu as transformé ma maison, ma forteresse, en lieu de passage. Et tu n'as même pas compris ce que tu faisais. Tu ne l'as toujours pas compris. Tu crois que le problème, c'est que tu n'as pas prévenu? Non, Hugo. Le problème, c'est que tu as trouvé ça possible, tout court. » Il regardait alternativement Manon et la pile absurde sur le perron, le visage déformé par un mélange d'horreur et d'incompréhension. « Mais ce ne sont que des affaires, balbutia-t-il. Je comprends. Je ne recommencerai plus. Jamais. Jamais, répéta-t-elle, comme un écho. Exact. Dans cette maison, plus jamais. Tu sais, je n'ai pas tout enlevé. Il me semble qu'il restait encore quelques petites choses de maman à l'intérieur. Va les prendre. Mets-les avec le reste. Il la regarda comme si elle était folle. Quelle petite chose? Il n'y a rien. Si, dit-elle fermement. Va. Quelque chose dans sa voix l'obligea à obéir. Comme dans un rêve, il se retourna et entra dans la maison. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, mais il y allait, parce qu'elle l'avait ordonné. Manon resta dans la cour. Elle attendit quelques instants. Puis elle se dirigea d'un pas rapide vers le barbecue. Elle n'avait pas jeté les braises de la dernière fois. Elle savait qu'elles serviraient. Elle versa un peu d'allume-feu, celui qu'elle avait préparé, et gratta une allumette. Une flamme faible apparut. Hugo ressortit, le visage perdu. « Il n'y a rien, Manon. Je te l'avais dit. » « Très bien, » répondit-elle en hochant la tête. « Maintenant va à ta voiture, regarde dans le coffre, au cas où il resterait quelque chose. Quand tu reviens, on mettra tout en tas, et tu emporteras. » Il hésita, puis obéit encore. Il alla jusqu'au portail, sortit sur la route où sa voiture était garée. Manon entendit le clac du coffre. Voilà. C'était le moment. Elle bougea vite, avec des gestes précis. Elle attrapa le survêtement synthétique et le jeta dans le barbecue. Puis le sac. Puis les pantoufles. Le plastique et la matière synthétique prirent feu d'un coup, avec un craquement répugnant. Une colonne de fumée noire, âcre, monta dans le ciel. Ça sentait le plastique brûlé. Hugo, n'ayant rien trouvé, referma le coffre et se retourna. Et là, il se figea vraiment, incapable de croire ce qu'il voyait. Sur fond de ciel sombre, dans les reflets irréguliers d'une flamme sale, Manon se tenait près du barbecue. Et dans ce barbecue, prévu pour des brochettes festives, brûlaient des affaires. Le survêtement bleu se tordait dans le feu. Le sac à carreaux fondait en gouttes noires. Les pantoufles violettes n'étaient déjà plus qu'une masse informe, charbonnée. Il regardait, et, une seconde, la mise en scène se confondit avec la réalité dans son esprit. Il crut voir sa mère, ses affaires, brûlées dans ce brasier. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Manon s'approcha calmement. À la lumière du feu, son visage semblait taillé dans la pierre. Elle retira sans un mot la bague de fiançailles de son doigt.
Celle qui lui avait passé là-haut, au sommet, quand ils étaient montés en funiculaire. Elle la lui tendit sur sa paume ouverte. « Prends, dit-elle. » Sa voix était basse, mais tranchait plus que n'importe quel cri. « C'est fini. » Il prit la bague mécaniquement. Le métal tiède lui brûla les doigts de froid. « Tu es folle, souffla-t-il enfin. « Non, répondit-elle en secouant la tête. Je mets un point final. C'est ma maison, et dans mon barbecue, il ne brûlera que du bois pour des brochettes ou ce que je déciderai d'y brûler. Pars, Hugo. Et ne reviens jamais. Jamais. Elle se détourna, passa devant le barbecue qui fumait, remonta sur le perron et rentra, refermant la porte derrière elle. Le verrou claqua. Hugo resta quelques minutes sur la route, à regarder le feu, la porte close, la bague dans sa main. Puis, enfin, il comprit. Ce n'était pas du théâtre. C'était une condamnation. Définitive, sans appel. Il se précipita vers la voiture, démarra, et partit en trombe, arrachant sa voiture de la route, s'éloignant de sa vie. Manon, derrière la fenêtre, regarda les feux arrière s'éteindre au loin. Elle ne ressentait ni triomphe ni joie mauvaise. Seulement une fatigue énorme, dévorante, et un vide, comme si on lui avait arraché quelque chose, laissant un creux qui résonnait. Elle s'assit sur le canapé, ramena ses genoux contre elle. L'odeur du plastique brûlé passait même à travers les vitres fermées. C'était l'odeur de la faim. Elle resta ainsi longtemps. Puis se leva, alla à la cuisine, se servit un verre d'eau. Ses mains ne tremblaient pas. Elle but d'un trait, revint au salon, ouvrit grand les fenêtres malgré le froid. Il fallait aérer, chasser ce dernier relent étouffant. Elle s'endormit sur le canapé, sans se déshabiller, sous un plaid, et pour la première fois depuis des mois, elle s'endormit immédiatement, dans un sommeil profond, sans rêve. Un sommeil d'épuisement total et de libération définitive. 2 jours passèrent. Hugo n'appela plus, n'écrivit plus. Mathieu, leur ami commun, envoya un message, il a récupéré ses affaires chez moi. Il a dit qu'il repartait chez sa mère. Manon répondit, merci de m'avoir prévenu. Et c'est tout. Le samedi suivant, la maison était de nouveau pleine de monde. Léa et Camille vinrent. Il faisait étonnamment beau, presque estival. Sur la terrasse, une table était dressée, une musique douce jouait. Dans le barbecue, le bois crépitait joyeusement, et sur la grille, les brochettes doraient. Les mêmes brochettes qui n'avaient pas eu lieu 2 semaines plus tôt. Manon avait acheté la meilleure viande, l'avait marinée elle-même selon sa recette préférée. Elles étaient assises sur la terrasse, buvaient du vin, riaient. Manon ne raconta rien de la façon exacte dont s'était passée sa dernière rencontre avec Hugo. Elle dit seulement qu'ils avaient parlé et que tout était réglé. Les détails n'avaient aucune importance. Le résultat, si. Tu sais les rideaux, on pourrait vraiment les changer, lança soudain Camille en regardant le salon par la porte ouverte. Pas parce qu'ils sont au bon marché, comme cette furie disait, juste pour du nouveau. On peut, sourit Manon. Je les changerai. Elles mangèrent les brochettes, et elles étaient incroyablement bonnes. Léa leva son verre. Bon les filles, je veux porter un toast. Aux femmes qui ne laissent personne s'essuyer les pieds sur elles dans leur propre maison. À nous, approuva Camille. Elles trinquèrent. Manon but une gorgée et regarda sa maison, ses amis, les pommiers qui laissaient tomber leurs dernières feuilles jaunes. Le vide en elle se remplit. Pas d'un nouvel amour, son heure n'était pas venue. Il se remplit de calme, d'une certitude tranquille et solide en elle-même, et en son avenir. Elle avait perdu un fiancé. Mais elle s'était retrouvée. Et ce marché-là, finalement, était peut-être le plus avantageux de toute sa vie. Elle avait fait ce qu'il fallait.